Previously in Cinéclaque. Errant toujours dans la matrice, le docteur et le professeur sont perdus dans les vortex temporels. Perdus dans la spirale temporelle. Le docteur et le professeur sont donc remontés aux origines de leur passion pour la musique de film. Pauvres fous qu'ils sont. Pauvres victimes que nous sommes. Non contents de se sauter souvent à la gorge pour notre plus grand plaisir, d'avouer des amours interdits et un peu honteux, surtout le professeur qui est scruté de près par le docteur dans tout ce qu'il a de plus intime. Ils ont tant palabré qu'il a fallu que moi, à la voix off, je pense à vous et que je coupe leur exploration de 10 ans de musique de film en deux. Ne me remerciez pas. Nous partirons de 1976 à 1980. Et oui, les années Giscard. Français. On rigolait pas tout le temps. Mais bon, faut bien y passer. Bienvenue sur Cinéclaque. Cinéclaque, c'est du ciné et des claques. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. J'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Un pistolet philosophique. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on doit tout ce qu'ils racontent. C'est le genre de raisonnement que je déteste. Professeur, on a discuté un petit peu parce qu'on prépare les choses. C'est un peu comme la cuisine, un podcast en fait. Ouais. Et on a décidé d'y aller par décennie. Exactement. Et on va démarrer non pas à la création du cinéma parce qu'on s'en fout. En plus c'était muet. On s'en bat les steaks quoi. Sauf si on s'est joué du piano très vite et tout. Donc on va démarrer dans les décennies qui nous importent. Ce qui est un peu dommage parce que Charlie Chaplin était quand même un très bon compositeur aussi. Hein. Ouais mais ça nous sert pour mettre les petits jingles vieux cons qu'on fait. C'est juste ça. Oui, Charlie Chaplin, c'était bien. Musicalement, c'était pas mal. De toute façon, on sera obligé d'y revenir à un moment ou à un autre à ces vieilles musiques de films qui sont quand même géniales. Aussi bien des Max Steiner que Korngold, que mon idole Bernard Herrmann aussi. Enfin voilà quoi. On sera forcé d'y revenir, mais ça sera l'occasion plus tard, parce qu'il faudra revenir aux sources. C'est obligé. Oh, putain, c'est terrible. Ce qui nous attend, cette tâche est colossale. Colossale, et je pèse mes mots. Oui, mais alors, on a peur de rien. Bah, on n'a pas peur de tout, justement, parce qu'on va commencer en 1976. Pourquoi 1976 ? Je crois que c'est un peu de ma faute, professeur. Non Oui, c'est toi qui avais choisi 76. Pourquoi pas Parce que dans le premier podcast, en fait, dans le numéro 0, musique de film, j'avais expliqué qu'en 76, j'ai vu King Kong. Oui. Le gros nanar pourri avec un singe tout pourri, où il se passe pas grand-chose, mais il y a Jessica Lange, il y a Jeff Bridges aussi, on est bien d'accord, et il y a la musique de John Barry, et voilà. Et donc, on va démarrer par 76, et pour le coup, je vais démarrer, professeur, si tu vois pas d'inconvénient. Par contre, oui, je vois un inconvénient parce qu'on n'a pas expliqué un peu comment on va procéder en fait. C'est-à-dire que donc dans le précédent podcast, on avait essayé d'expliquer aux gens d'où venait notre passion peu commune de la musique de film, tout ça. T'as envie de recommencer ? Non, j'ai pas du tout envie de recommencer. Je pense qu'on va nous tuer sinon. Mais non, en fait, pour que les auditeurs comprennent, en fait, on a une décennie. Par année, on a essayé de prendre une musique de film qui nous semblait emblématique, pas forcément parce que on l'apprécie, mais emblématique cinématographiquement par rapport à l'univers, enfin par rapport à ce que ça pourrait dire ou ça pourrait impliquer dans l'histoire du cinéma. Et chose importante, c'est qu'on se connaît, donc on connaît un peu les goûts de chacun, mais on ne s'est pas concerté sur les listes. Donc on va se balancer des choses sans savoir forcément ce que l'autre a choisi. Et là, ça va clasher. Je suis pas sûr parce que moi j'ai préparé un plan B. Si jamais tu dis un truc que j'ai prévu, moi je prends un truc d'à côté et je m'en sortirai toujours avec un bagou extraordinaire. D'ailleurs, je regrette une chose, c'est qu'il n'y ait pas d'image parce que là tu viens de parler avec tes mains pendant 3 minutes. Oui. C'était fabuleux. C'est mon côté italien. All'estero la carbonara. Mon père était italien. Spaghetti meatballs. Non è una cosa che ne mangiamo.
Ouais, y a rien à dire là-dessus. Hein. Moi, la mafia, les pizzas, les clichés non plus, d'ailleurs. Oui. Putain, si j'avais su en hommage, j'aurais mangé des pâtes. Mais bon, alors... bah justement, je vais décrire ce que c'était que 1976. La spirale temporelle nous aspire en 1976. 76, c'est l'année où est sorti le chef-d'œuvre L'aile ou la cuisse, par exemple, où est sorti Taxi Driver, Les Hommes du Président, Carrie, je sais que c'est un film que t'aimes beaucoup, Oui. King Kong, Oui. de John Guillermin, qui est un film que j'aime pas beaucoup, mais dont j'aime beaucoup les musiques, L'Âge de cristal, Rocky, la musique, les grosses têtes, tout ça, voilà. Ton film préféré, À nous les petites anglaises Mais non, ah non, je confonds avec L'Hôtel de la plage. Voilà. Bah, j'ai toujours du mal à... Je sais pas, entre les deux, j'ai toujours hésité. C'est ta passion de Sheila, quoi. Ah ouais, oui. Donc... qui a fait un film, d'ailleurs, qui s'appelle Bang Bang. Je l'ai téléchargé hier, faut que je le voie, ça a l'air d'un gros nanar. Mais tu sais qu'elle avait repris la chanson. Tu sais, la chanson qu'on entend au début dans Kill Bill. Oui, quoi. Bang Bang. Oui, voilà. De Elle avait repris en français. Ouais, voilà. C'est l'année de la sortie de Marathon Man. C'est un super film. Hein. C'est l'année de la sortie de Obsession avec une musique de Bernard Herrmann, Obsession de Brian De Palma, qui est à mon avis un très bon film, qui est peut-être un des seuls bons qu'il ait fait. C'est l'année. Tu réagis pas. Tu dors. On arrête tes podcasts la nuit. Non, mais de toute façon, tu vas en prendre plein la gueule tout à l'heure. Donc... J'espère. Je suis venu pour ça. Sinon, je serais pas là. C'est l'année du Clint Eastwood, The Enforcer, le 3e. C'est l'année de la bataille de Midway avec une musique de John Williams, qui n'était pas un chef-d'œuvre, qui était un film bourré de fonds projetés et tout, mais c'était pas terrible, mais c'était en surround, histoire de faire trembler les sièges. Et c'est l'année de Assaut, le premier film de John Carpenter pour le cinéma, où il a fait une musique qui est extraordinaire, mais on y reviendra. Voilà, alors, en fait, non, je vais te laisser commencer, professeur. Je vais te laisser commencer. Vas-y, toi, attaque. Donc, en 76, c'est vrai, tu as cité des films que j'ai listés. Donc, il y avait Assaut de John Carpenter, il y avait Carrie, une musique de Pino Donaggio, il y avait King Kong de John Barry, il y a La Malédiction de Jerry Goldsmith. Ah, je l'ai pas cité. Et ouais, le seul Oscar pour moi. Le seul Oscar de sa carrière. Donc, il y avait le Rocky, évidemment, de Bill Conti. Et celui que j'ai choisi, qui pour moi est important, c'est le Taxi Driver de Bernard Herrmann. Pourquoi il est important ? Parce que déjà, c'est sa dernière composition. Il est mort, en fait, il était malade, il a été jusqu'au bout de l'enregistrement des sessions. Et je lisais encore tout à l'heure le livret sur le CD, quoi. Il est mort le soir même, après le dernier jour d'enregistrement, le soir même, il est mort dans son lit, quoi. Donc, le film lui est dédié. Alors, c'est pas la meilleure partition de Bernard Herrmann, hein, on est d'accord ? Parce que bon, sa collaboration avec Hitchcock est beaucoup plus intéressante. Mais pour quelqu'un qui est immense dans le cinéma, dans la musique de film, c'était impressionnant parce qu'il avait su, même à son âge et à cette époque, se renouveler dans sa façon dans sa musique, en fait. Et Taxi Driver, comment dire, il fonctionne sur deux niveaux, en fait. On a le côté un peu la vie que le personnage de Robert De Niro aimerait avoir, quoi. Donc quand il rencontre le personnage joué par Sybil Shepherd et tout ça, avec le saxo, cette mélodie un peu éthérée, tout ça. Mais on a aussi cette folie qui grandit en lui, cette violence qui grandit en lui avec ce thème à base de percussions, dans sa musique, il y a une violence très sourde, mais on sent qu'à un moment donné, elle peut exploser, quoi. Et personnellement, je trouve que pour une dernière partition, mourir là-dessus, c'est fabuleux, quoi. C'était un beau chant du cygne. Et je trouvais que c'était
important justement pour ça, parce que c'est sa dernière partition, parce que c'était un bonhomme qui a beaucoup compté pour la musique de film et qui compte toujours, parce que bon, il continue d'influencer beaucoup de compositeurs. Voilà. Enfin, D'accord. Donc on commence la première chronique avec un film Testament. Donc oui. voilà. Donc ça va être chaud pour repartir dans la bonne humeur et la joie. Merci, professeur. Oui, mais c'était important parce que bon. Non, mais je suis d'accord. On pouvait plus citer Bernard Herrmann après, quoi. Donc. Non, mais Bernard Herrmann. Alors pour ceux qui connaissent pas Bernard Herrmann, il a fait L'amour aux trousses. Ouais. Il a fait Psychose. Ouais, Vertigo. On connaît tous. Ouais, voilà, le Sueur froide, Vertigo. C'est comme un grand chez les grands, quoi. C'est peut-être le plus grand, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, sans lui, Hitchcock, ça serait resté un réalisateur de bons films. Et avec Herrmann, c'est devenu un réalisateur de chef-d'œuvre, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre. Enfin, oui, parce que un peu, c'était. Il y en a peu comme ça. Il y a des collaborations réalisateurs-compositeurs qui sont énormes, quoi. Et il y en a très peu, en fait, dans l'histoire du cinéma. Et Bernard Herrmann, Alfred Hitchcock, c'était ça. Ça a été... Luc Besson, Éric Serra, par exemple. Ça a été très court, en fait, parce qu'ils n'ont pas fait tant de films ensemble. Mais ça a été tellement important, quoi. Après, oui, on peut citer aussi David Lynch, Angelo Badalamenti, Tim Burton, Danny Elfman, on peut citer Federico Fellini et Nino Rota, tout ça. Donc, en fait, dans toute l'histoire du cinéma, il y a très peu de réalisateurs et de compositeurs qui sont trouvés en adéquation totale, quoi, sur un temps, quoi. Si, je suis pas trop d'accord avec toi. Je suis pas trop d'accord parce que tu regardes George Lucas et John Williams, c'est 3/4 du temps. Il a fait un truc avec la Logifrine au début. Steven Spielberg, c'est John Williams aussi. Oui. Joe Dante, c'était Jerry Goldsmith. Je les ai pas cités, mais oui, je sais pas tout. Mais ils ont quand même leurs habitudes, quoi. Et puis, des fois, ils reviennent dessus. C'est pour ça, enfin, il y a des réalisateurs qui n'ont rien à faire. Et puis, t'en as d'autres. En fait, je pense qu'ils ont conscience que la musique de film apporte quelque chose à leur film qui manque aux images, au scénario ou au tournage, tu vois. Et c'est un peu le liant, tu vois. La musique de film là-dessus, c'est un liant. Ça vient par-dessus et ça vient. C'est la dernière couche, c'est le vernis, on va dire. Voilà. Après le montage, après tout. Et c'est ce qui fait que tout passe, quoi. La musique de film peut te faire passer. La musique de film peut sauver un film, en fait. Tout à fait. On s'en rend pas compte. Enfin, le spectateur lambda ne se rendra pas forcément compte. Mais oui. Ouais. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il y a eu pas mal de. En fait, il y a pas mal de bons réalisateurs ou de réalisateurs connus et tout qui ont quand même leurs habitudes avec des musiciens. Parce que même des réalisateurs nazes comme il s'appelle, J.J. Abrams, c'est pas un super grand réalisateur. Il bosse toujours avec Giacchino, par exemple. Quand il a le droit. Parce que des fois, on lui impose Papy Williams et tout. Bon, bref. Enfin, le truc, c'est que souvent, ils emmènent leurs amis avec eux. Je pense à celui qui a fait Harry Potter, là. Il bossait avec... merde, je sais plus. Columbus. Ouais, non, celui d'après, je sais plus. Celui qui a fait le 4e. Il bossait avec Patrick Doyle, par exemple. Oui, celui qui avait fait 4 mariages à Notre-Dame, non. Ouais, enfin bref, je suis pas hyper fan de ce gars. Enfin, c'est l'un des plus mauvais, en plus, Harry Potter. Donc. C'est celui où ils ont tout coupé au montage dedans. Parce que, comment résumer 800 pages en 2 heures? Enfin bref. Ouais. Donc voilà. Donc, professeur, moi je dis pas mal. Merci. De mon souvenir, c'est un score jazzy. Oui. Je l'ai vu il y a longtemps et je l'ai écouté il y a longtemps. J'avais trouvé inécoutable le disque. Ouais, parce qu'à l'époque, il y a un disque qui était sorti à l'époque qui est pas forcément le meilleur, mais il y a quelques années, il y a la véritable partition qui est ressortie, en fait. D'accord. Et oui, c'est un score un peu jazzy dans la mouvance de l'époque, mais il n'y a pas que ça. Ce côté jazzy, je te disais, c'était vraiment lié à cette vie rêvée que voulait le personnage, je crois qu'il s'appelait Travis Bickle, quoi, joué par Robert De Niro. Ouais. D'accord. T'avais ces deux pôles, quoi, le côté jazzy puis le côté vraiment puissant, violence qui gronde et tout, quoi. En fait, la musique de Herrmann a toujours été pour moi très psychologique, quoi. C'était pas forcément
thématique, quoi. Elle décrivait l'état mental des personnages, quoi. Et c'est ce qui est c'est le plus flagrant dans Psychose, par exemple, quoi. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Dans Psychose particulièrement, d'ailleurs. Ouais. Et ok, tu nous as dit que le disque avait été réédité. Oui. Ça se fait de plus en plus, ça, dans les musiques de films, d'ailleurs. Je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de rééditions sur d'autres rééditions. À chaque fois, on ajoute quoi? On ajoute des petits morceaux inédits, des prises de son, des enregistrements. Comment ça se passe? Ça dépend. Parfois, comment dire, en l'occurrence pour Taxi Driver et tout, des fois t'avais un album qui sortait et c'était pas forcément véritablement ce qu'on entendait dans le film, c'était réorchestré pour le Taxi Driver, oui, c'était réorchestré et tout pour que ça soit... Ça se faisait toujours à cette époque-là, parce qu'en général, les enregistrements pour les films étaient assez brutaux au niveau du son, c'était pas hyper bien mixé. Mais c'est l'enregistrement de Jaws, des Dents de la Mer, le son était vraiment, vraiment brutal, quoi. Et quand on réécoute l'album sorti à l'époque, officiel, le son est bien mixé, tout est beau, c'est pas exactement pareil, c'est les mêmes partitions, mais ça donne pas exactement le même effet, tout comme dans The Fury par exemple, de Palma, quand John Williams lâche son orchestre, entre le film et le disque, il y a quand même une grosse différence, on va dire que c'est plus sale dans le film, et ça apporte une autre ambiance que dans le disque, où c'est beaucoup plus maîtrisé, on va dire. Oui, mais John Williams, c'était un habitué de faire sur les éditions discographiques autre chose que ce qu'on entendait dans le film, quoi. On en a parlé dans le précédent podcast, en fait. John Barry aussi. Oui, ils avaient conscience que leur musique allait être éditée en disque, en cassette et après en CD. Et donc, ils faisaient en sorte qu'à l'écoute, hors des images, ça puisse quand même être intéressant, quoi. Alors, à l'inverse, aujourd'hui, beaucoup de maisons d'édition nous proposent des fois l'intégralité des scores, mais dans tout ce que ça a parfois de pas pertinent du tout, quoi. Donc, on a la quantité, mais pas forcément la qualité. Exactement. Je vais embrayer, moi. Oui. Je vais embrayer donc avec King Kong. Voilà. Qui est un mauvais film, en vrai, un vrai mauvais film. Et on est vraiment à la limite du nanar. Je trouve que c'est assez insultant, même par rapport au premier King Kong. Après, c'est un film qui a bénéficié de gros moyens qui ont été mal exploités. Par contre, il a bénéficié d'une belle musique de John Barry. Et je t'avoue que quand je l'ai vu, quand j'avais... j'étais petit, en 76. J'avais 9 ans quand j'ai vu ça. Et j'étais impressionné par la musique parce que c'est ce qui m'a sauvé en fait dans le film, parce que je me suis emmerdé quand même tout le long, j'attendais des dinosaures, il n'y en a pas eu, j'attendais une vraie jungle vraiment, comme dans le vieux film, et il y en a pas eu non plus, et il y avait Jessica Lange, quoi, voilà, quoi. Et puis Jeff Bridges, et il y avait cette belle musique que John Barry a fait, qui a mis toute l'ambiance en fait au film, l'ambiance de mystère, et j'étais content de voir ce film pour ça, et j'ai fait le rapprochement après avec la musique de Amicalement Vôtre. J'avais capté le nom de John Barry sur l'affiche, et là j'ai commencé à guetter les musiques qu'il pouvait faire, et quand il y avait des films avec ces musiques qui passaient à la télé, je regardais tout ça, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à avoir plus d'oreilles pour les bandes originales, on va dire. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que je conseille aux gens de l'écouter, le score de King Kong, parce qu'il y a tout John Barry dedans. C'est-à-dire qu'il y a un orchestre très chaud, il y a des percussions incroyables, il fait monter une tension, il y a une poésie, il y a tout ce que j'aime dans la musique de film, et je pense que c'est une des musiques fondamentales que j'ai entendues, on va dire, séminales, je sais pas comment on pourrait dire, mais il y avait tout ce qui me plaisait dedans déjà était là, quoi. Et pour moi, ça a sauvé le film. Et ça n'a pas fait un bon film pour autant, hein, mais j'ai toujours plaisir à revoir le film pour la musique. Parce qu'elle est magique, quoi, voilà. Donc c'était... Voilà, toi, j'ai fait court. Moi, j'ai fait court. J'ai fait court, et puis j'ai pas parlé de gens, de testament et tout, voilà, quoi. D'accord. Non, mais John Barry, il a fait d'autres trucs après. J'ai une question à te poser par rapport à King Kong.
Une question qui me brûle les lèvres, toi, en tant que spécialiste de nanar. Est-ce que tu as vu King Kong Live? Non, Eh bien, merci, professeur. On se retrouve pour un prochain podcast. Restez à l'écoute. Parce que je l'ai jamais vu, mais j'aimerais. Non, mais j'ai pas envie de voir ça. Non, j'ai vu King Kong japonais. J'ai même vu King Kong, le remake, la Kong Island, là, qu'ils ont fait. Que j'ai trouvé vraiment gauliot, mais drôle. Vraiment drôle, parce que c'était léger et tout. Et j'ai vu King Kong contre Godzilla, ou Godzilla contre King Kong, là, le dernier. Pour les auditeurs qui sont pas forcément au courant, en fait, King Kong Live, c'est toujours De Laurentiis, hein, je pense, qui a produit c'est la suite du King Kong de Guillermin, où finalement King Kong n'est pas forcément mort, et puis on transplante son cœur dans une femelle, non, c'est ça, ou un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est un truc. Franchement, j'en sais rien du tout. Ben, je sais que c'est au-delà du nanar, voilà. On est dans le navet, en fait. Ouais. Et autant, tu sais, mon amour pour les nanars, j'adore les nanars, parce que je trouve qu'un mauvais film sympathique, toi, c'est fait sincèrement, mais c'est nul. Tandis qu'un navet, c'est fait par-dessus la jambe, et le réalisateur, on n'a vraiment rien à péter, quoi. Donc, ça, c'est un navet. Et puis, le nanar, tu peux toujours trouver quelques vertus dedans, même si c'est complètement dévié ou déviant. Et le navet, voilà, quoi. Et ça, c'est un navet. Enfin, c'est même pas un navet, là. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Bon, toujours est-il que, l'année 76, quand même, Bernard Herrmann, John Barry, c'est pas n'importe quoi, donc on a bien aimé. C'est pas n'importe quoi, on est bien d'accord. Surtout que l'année d'avant, il y avait eu Les Dents de la Mer. Oui, mais bon, c'était avant. Ouais, mais c'était avant, mais mine de rien, ça a quand même donné un top départ à la musique de film de manière, comment on pourrait dire... Enfin, c'était puissant, quoi. Voilà, quoi. Les gens remarquaient la musique. Ah oui, tout comme ils avaient remarqué la musique de Psychose à l'époque. Bien sûr. Cette musique qui devenait un signal, en fait, puisque dans Le Dents de la Mer, quand c'est pas le requin qui est le danger, on n'entend pas de musique. Oui. On sait que c'est lui. En fait, ça a été l'idée de génie, parce que Spielberg, il y a eu tellement de problèmes avec ce requin mécanique qui ne fonctionnait pas, donc il le montrait le moins possible, et l'idée de génie, c'était John Williams qui signalait le requin par la musique, en fait. Ouais, j'ai trouvé ça. Enfin, c'est vraiment ingénieux. C'est une vraie idée artistique, en fait. Alors, on va passer à 1977. La spirale temporelle nous entraîne en 1977. 1977, professeur. En 1977, qu'est-ce qu'on avait comme film? Je regarde ma petite liste là. Alors, on a Rencontre du troisième type de John Williams. Oui. On a le The Sorcerer, c'est le salaire de la peur, je sais plus la version américaine. Oui, le convoi de la peur. De Friedkin, oui. Oui, enfin moi je parle de musique, professeur. Tangerine Dream. J'ai jamais vu ce film en fait. Il est bien. C'est l'année de Star Wars. Oui. Petit film. Oscar du film de la musique. Star Wars, Oscar de la musique. Ouais. J'ai regardé justement. En préparant le podcast, j'ai regardé les Oscars. En fait, c'est toujours décalé. Hein. Star Wars a remporté l'Oscar donc à la cérémonie de 78. Ouais. D'accord. Et Rencontre troisième type a rien eu? Non. Enfin, en même temps, John Williams, il en faisait partout, donc il avait quand même plus de chances que les autres de gagner. Qu'est-ce qu'on avait aussi à cette époque-là? On avait La Fille du samedi soir, qui est ton film préféré, je le sais. Non, c'est... Attends, les photos de toi en pattes d'éléphant sur la piste de danse lumineuse. Excuse-moi, on a pas Internet. Hein. T'avais promis de pas en parler. Oh, pardon, professeur. On a The Deep, c'est Les Grands Fonds, de John Barry. John Barry, oui. Voilà, on a Grease, qui est un film que tu adores, parce que dedans, il y a Olivia Newton-John. Et c'est vrai, en plus, j'adore ce film. Je m'en doutais. On a tous des perversions. Moi, je vois L'espion qui m'aimait, qui était quand même pas mal. Il y a le film que tu as vu cette année-là 3 fois, Bernard et Bianca. Ah, je l'ai vu une fois, mais... Je le savais. Il y avait Orca avec une musique de Ennio Morricone, je crois. Orca, oui, ouais. Il y avait L'Exorciste 2 avec une musique d'Ennio Morricone, je crois. Enfin, il en faisait à peu près 60 par an, donc... Il y avait Nous irons tous au paradis au cinéma, à cette période-là. La suite de... Anne et France a trompé énormément.
Ouais, c'est deux films fabuleux. Ouais, exactement, ouais. Il y avait Airport 77, qui est un de mes films préférés de catastrophe, parce que j'adore. Moi, ce que j'adore, c'est quand ils sont sous l'eau et puis qu'il y a quelqu'un qui crie, on va tous mourir. On sait que non, pas tous, mais toi certainement. Mais moi, je peux Donc, plus, voilà. je peux plus les voir au sérieux. Après, y a-t-il un pilote dans l'avion? Par contre, je suis sûr que tu as vu Peter et Elliot le dragon à l'époque. Et je l'ai jamais vu. Mais moi, je l'ai vu. Je l'ai vu et c'était presque le seul film avec les dragons qui parlent que j'aime bien. Il y avait Eraserhead de David Lynch. Déjà. Ouais. Déjà, et oui. Il y avait Armageddon, mais Armageddon, c'était pas celui qu'on croit, c'était un film avec Alain Delon. Donc déjà, il y avait déjà des faux films à l'époque, avant que les vrais films existent. Et il y avait surtout Suspiria, avec une musique quand même qu'on voyait un peu le pâté. Après, on aime ou pas la Goblin, hein, mais on peut pas dire que la musique laisse indifférent. Donc, professeur, après ce petit tour comme ça, mais vraiment d'un point de vue totalement subjectif, hein, parce qu'il y a plein de films bien, genre Croix de Fer aussi, cette année-là, de Sam Peckinpah qui est sorti. Tu voudrais nous parler de quoi? Quel musicien va donc tirer sa révérence après ta chronique? Qui va mourir après? En fait, j'avais retenu 3 titres et il y avait 2 de John Williams, un contre l'un, donc c'était Star Wars et Rencontre du troisième type. Et je vais te faire plaisir, je retiens L'espion qui m'aimait. Alors pourquoi? Ça va me faire plaisir, ça veut dire qu'il va falloir que j'improvise un truc autrement, quoi. Ah, j'avais prévu aussi les ah d'accord, mais non, mais ça peut être intéressant de voir ce que tu... Vas-y, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Alors pourquoi? Pourtant, c'est pas une musique de John Barry, puisque c'est une musique de Marvin Hamlisch. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il faisait, Marvin Hamlisch, avant de faire de prendre la succession de John Barry pour ce film? Bah, en fait, lui, c'est surtout un compositeur de comédie musicale à Broadway. C'est à lui qu'on doit Chorus Line et tout ça, en fait. Et il a travaillé beaucoup avec Barbra Streisand. Et non, ce qui est intéressant là sur L'espion qui m'aimait, en fait, c'est que jusqu'à présent, John Barry avait un peu la même mise. Bon, il y a eu George Martin et Paul McCartney qui ont quand même fait un épisode, quoi. En plus, ouais, un excellent. En plus, la chanson To Live and Non, le film est pourri, mais la chanson est bien. Ah ouais, le score, la chanson. Il est moyen, mais il y a quand même des pointes de jeu. Oui, non, mais la chanson est excellente. De toute façon, il y aurait beaucoup à dire sur les Beatles, sur George Lennon, Paul McCartney, et surtout, enfin, pour moi, George Harrison, qui est quelqu'un qu'on oublie alors qu'il était important, je trouve. Mais bon. Mais je reviens à L'espion qui m'aimait. C'était en fait, pour moi, c'était le premier Bond où tout d'un coup, les compositeurs essayaient de se défaire de cet héritage très lourd de John Barry, parce que bon, c'était difficile de se mettre à sa hauteur. Et donc ils se sont dit, enfin je pense, ils se sont dit, bon, on va essayer de faire, de rentrer dans le courant musical actuel. Et d'ailleurs, l'un des morceaux de l'album, on est en 1977, et l'un des morceaux de l'album s'appelle Bond 77. Il est excellent. Ouais, il est excellent. Oui, je l'ai réécouté avant de faire le podcast, et c'est vrai qu'il est excellent. Je me suis entraîné beaucoup à faire de la guitare dessus, à m'entraîner avec une wah-wah. C'est parce que ce morceau est parfait. Déjà, il est tout en mi, donc c'est facile à jouer. Et je l'ai écouté pendant des heures, et ça m'a vraiment traumatisé. Et je dois dire que c'est le premier Bond que j'ai vu au cinéma. Oui, tu l'avais déjà dit. Voilà. Non, mais je l'aime d'amour et je suis vert que t'aies choisi ça, putain. Ah, désolé, mais je pensais pas. Non, mais c'est pas grave. Je vais arrêter d'être gentil la prochaine fois. et donc, en fait, oui. Donc, à partir de ce film, je trouve qu'ils ont commencé à aligner la musique des Bonds sur les courants musicaux des années où ça sortait. Mais je trouve qu'avec L'espion qui m'aimait, c'était plus prégnant que jamais. Et ça allait en crescendo. Parce qu'après, avec Bill Conti, c'était encore plus énorme, quoi. C'était totalement disco. Et au final, on est arrivé à un moment où il n'y avait plus d'identité musicale de James Bond, quoi. Moi, je pense à Michael Kamen, qui a fait du Michael Kamen, alors. Et j'adore Michael Kamen et sa partition pour... c'était lequel Pour le tuer. Ouais, voilà.
elle est à chier, je trouve. Eric Serra sur GoldenEye, il faut pas en parler. De toute façon, c'est... Je demande l'exil sur l'île du diable. À tel point qu'à un moment donné, de toute façon, et là où c'est flagrant, quoi. Les chansons de Bond avaient toujours étaient toujours liées avec les thèmes de la partition, quoi. À un moment donné, ça n'a plus aucun rapport, quoi. GoldenEye, par exemple, t'as la chanson de Tina Turner écrite par Bono et je crois que c'est des Bono et The Edge, quoi, qui n'a aucun rapport avec ce qu'a fait Eric Serra après, quoi. Malheureusement, parce que la chanson est super. Voilà, c'est le seul moment bien de la BO, quoi. Et pour moi, c'était ça. Il y avait cette peur d'être en compétition avec John Barry et que personne pouvait. Et en fait, il a fallu attendre Demain ne meurt jamais avec David Arnold pour avoir une véritable musique de Bond, quoi. Et là, enfin, on avait quelque chose. Et David Arnold a pris... il a mis de l'électro dedans. Non, mais là aussi, il commençait il prenait ses marques et tout. Pour moi, après, il a exposé avec pour moi, c'est le génialissime Casino Royale, quoi. Là, il a été... Mais il prenait ses marques, mais il avait déjà fait un album, David Arnold. Oui, avec les reprises de chansons. Les reprises de chansons. Qui était prodigieux. Ouais. Je l'avais acheté à l'époque. Je l'ai pas acheté, mais je l'avais écouté, il était excellent, effectivement. Moi, je l'avais acheté, et quand j'ai su qu'il y avait un morceau de Burke qui avait été enregistré, qui n'était pas dedans, que j'ai entendu plus tard, j'étais vert, et quand j'ai su qu'après, moi je me suis dit, en l'écoutant cet album, il faut que ce soit lui qui fasse, parce qu'il a vraiment compris. Et quand j'étais fou de joie quand j'ai su que c'était lui qui allait faire le Bond d'après. Bah il a été adoubé par John Barry, je pense, hein, il me semble, parce que. Ah, mais il a eu la révélation en regardant On ne vit que deux fois, avec le morceau Capsule in Space. Et voilà, quoi. Moi j'ai eu aussi cette sensation démente au cinéma quand j'avais vu ce film, pas à sa sortie parce que j'étais loin d'être né, mais par contre quand j'ai eu l'occasion de le voir un été au cinéma pendant les reprises de Bond. C'était incroyable, quoi. Toute l'ambiance reposait là-dessus. Donc, ok, professeur. Donc, l'espion qui m'aimait. Voilà, je voulais en parler parce que bon, c'est quand même une franchise qui a traversé des décennies. Hein, elle est encore présente aujourd'hui. Et musicalement, c'était important de voir comment elle a pu évoluer, comment elle a pu se rétamer et se relever, quoi. Mais en même temps, tu kiffes un peu le disco. Ah, j'ai toujours kiffé le disco. Hein. Tu sais que j'ai un maxi 45 tours de Dalida, Gigi au Paradisco. Ah, je t'aime. Je sais, mais si c'est en vinyle et je sais pas comment je peux faire. Parce que là, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est un chef-d'œuvre et ça dure 10 minutes le morceau. Enfin bon. Donc, je n'en dis pas plus, mais DJ au Paradisco, c'est un chef-d'œuvre. Écoute, moi je voulais parler de ce film-là aussi. T'as fini là, c'est bon oui. Avec l'espion qui m'aimait. Oui, vas-y à toi. Je sais. Il est mort juste après Marvin Beach ou il est... Non, il est mort il y a pas longtemps en fait. Ouais. Mais par contre, j'ai regretté une chose, c'est qu'ils n'en aient pas fait un deuxième, parce que je pense que ça aurait été pas mal qu'il continue, parce que je trouve que dans ce film-là, il s'est vraiment bien tenu, quoi. Il a mis du disco, ok, il a mis tout ça, mais il y avait une autre ambiance, il y avait tout ce qu'il fallait pour Bond. Moi, je t'avoue que j'ai adoré principalement un morceau qui n'est pas dans le disque, qui est la poursuite en voiture sur les falaises, où là, c'est incroyable, quoi. Il y a une batterie d'enfer derrière. Enfin, franchement, ça le fait, quoi. Donc, moi, je suis bien embêté parce que je voulais parler de ce film. Ah, mais vas-y. Mais pourquoi tu voulais en parler? Mais parce que cette année-là, j'ai vu 2 films qui m'ont marqué. J'ai vu L'espion qui m'aimait et j'ai vu Star Wars. Et j'ai pas envie de parler de Star Wars parce que c'est un piège dans lequel je ne vais pas tomber. Par contre, je vois qu'il y a Eraserhead qui est sorti la même année. Alors, je l'ai découvert plus tard. Et moi, je pense que c'est un film qui est important au niveau de sa musique ou sa non-musique. Parce que ça préfigure ce qu'on va avoir après. C'est-à-dire le sound design, qui est quand même assez prégnant maintenant dans les films. Aussi bien au synthé qu'autre chose. Et je pense que c'était comme une date, quoi. Il y avait peu de films avec un sound design pareil. Il y avait eu THX en 68 de George Lucas avant, mais ça c'était les bruitages, tandis que là, c'est un film où les sons font la musique. Et c'est assez bizarre, quoi. Voilà, c'est totalement abstrait, je trouve ça bien. Sinon, si vraiment je m'écoutais, je parlerais de Rencontre troisième type. Parce que c'est un chef-d'œuvre, parce que... Je suis d'accord avec toi, j'ai failli le choisir, mais bon.
Ouais, mais j'avais pas envie de parler de John Williams là, parce que c'est tellement évident, en fait. John Williams, des fois, que Rencontre au troisième type, c'est un pur chef-d'œuvre, musicalement. Et à la fin, on retrouve la musique de Pinocchio aussi. C'est ça qui est assez amusant. Oui. When You Wish Upon a Time. Parce que dans le film, à un moment, le père dit à ses enfants, si vous voulez, on va au cinéma, on va voir Pinocchio. Ouais, on va voir. Et ses enfants l'envoient chier. C'est un peu comme quand je dis... Avec le gamin qui tape avec la poupée, là. Les gamins, on va aller voir tel film parce que c'est bien. Non, je suis allé sur YouTube. Voilà, donc... moi, je comprends le désarroi du père. Et je comprends qu'il veuille quitter la Terre, qu'il abandonne sa famille à la fin. C'est tous des cons, il a raison de se tirer. Non, je blague. Moi, ça m'a choqué, en fait, le fait qu'il se tire à la fin. Ouais, mais c'est l'état d'esprit de Spielberg à ce moment-là. Parce qu'après, après, quelques années après, quand il a fait E.T., Elliot, il reste chez lui, quoi, en fait. Il aurait pu partir. Oui, tout à fait. Ceci dit, je trouve que voilà, la musique est vraiment fabuleuse. Il y a ce signal musical, les 5 notes. Ouais, ça c'était une idée gigantesque. Non, mais c'est rentré dans l'histoire de la musique même, donc c'est vraiment incroyable. Et donc musicalement, c'est parfait. Il n'y a rien à acheter. Il y a une intro incroyable au départ, d'une musique qui monte sur une seule note, ça explose. Ouais. Il y a du mystère, il y a de la poursuite, il y a de l'émerveillement. Il y a beaucoup d'émerveillement. Ouais, puis la musique se construit en fait, et après tu prends le morceau final en pleine poire, quoi. C'est voilà, ça explose à la fin. Voilà, John Williams se lâche sur le dernier morceau, quoi. C'est et ça se finit sur la musique de Pinocchio, qui est c'est merveilleux, quoi. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus, c'est vraiment merveilleux. Donc voilà, en fait, je viens de parler de 3 musiques là. Ouais, t'avais un plan B et un plan C en fait. Ouais, non mais bon, je me suis fait avoir. Je suis pas très stratège dans l'affaire. Bon, on va passer à 1978. Ouais, d'accord. La spirale temporelle nous expulse en 1978. Alors, 1978. 1978, c'est l'année où Superman est sorti de John Williams, mais il travaillait tout le temps, cet homme-là. Tout le temps. La musique... finalement, c'est Grease est sorti en 78 en France. Il était fait avant aux États-Unis, sorti avant, mais en France, il est sorti là. Donc tu l'as vu 2 fois. En fait, de l'enfer. En fait, non. Oui. J'ai vu Grease longtemps après, mais ce qui est rigolo, je m'en souviens, à l'époque, je crois que ça se fait plus, il y avait les romans photos, et j'avais Grease en roman photo. Je l'ai vu, j'étais en colonie de vacances, et il y avait une fille qui avait ça en roman photo, et toutes ses copines étaient dessus, et je comprenais pas. Enfin, je trouvais que Travolta, il avait vraiment une tête de nœud. Après, il est devenu bien, mais au départ, c'était quand même pas ça, quoi. Midnight Express, qui est sorti, qui était quand même une grande musique. Le Seigneur des Anneaux, le dessin animé. J'ai jamais vu celui-là. Qui était sorti à l'époque. C'était moche, mais ça a bien marché. Il y a eu le Jeu de la mort, le dernier Bruce Lee, enfin posthume. Toi qui aimes bien les trucs posthumes, je sais. C'est des soirées posthumées. Voilà. Les soirées posthumées. Je suis trop bon. Ah ouais. Ah ça va rentrer dans les annales là. Ouais. Je t'en prie. Donc le Jeu de la mort de John Barry. Ils sont allés chercher John Barry parce que John Barry, il est bon. John Barry a fait un score avec 2 morceaux différents. Il est rentré dans sa période, je fais 2 morceaux et je fais tout un album avec. Il a fait ça avec Le Trou Noir après aussi, il a fait ça avec plein de choses. Donc le Jeu de la mort, super musique, franchement super musique du film du Kung Fu. Encore une référence maintenant, alors que c'était Lalo Schifrin qui avait fait le Bruce Lee d'avant, qui était aussi fabuleux. Enfin voilà, il faut le savoir. Je vois, c'est l'année du Convoi de Sam Peckinpah, avec la musique quasiment country tout le long, mais quand on a vu le film, on peut pas oublier, même si on n'aime pas la country comme moi. C'est l'année de Damien, la malédiction 2. Mais oui, de Jerry Goldsmith. Un super disque, qui est sorti en édition double, avec le score réenregistré et le score du film, qui est pas du tout pareil dès le premier morceau, on entend la différence. C'est l'année de... Oui. Je préfère même le 2 de Goldsmith, le Damien, à la malédiction, en fait. Bon, je sais que toi, c'est le 3 que tu préfères. Oui, mais c'est pas grave. J'aime les 3, moi, de toute manière. Mais oui, moi aussi. Le premier, il est un peu saoulant à la fin, écoutez, tes voisins, ils tapent au mur, quoi. Zombie, Dawn of the Dead, la musique par Goldblum, franchement, ça déboîte. Les Dents de la Mer, deuxième partie, Jaws 2.
qui passait à la télé tout à l'heure. Là. Derrière moi, là, il y a Jaws 1, et je lui tourne le dos, c'est dommage. Jaws 2 qui est vraiment presque légal de la première partie. Enfin, c'est un diptyque en fait, on peut écouter ça. Il y a Hôtel de la plage, un de tes films préférés, et je le sais. Un été de porcelaine. Ouais, je sais que. Et puis il y a Sheila dedans. Donc on peut pas lutter contre Sheila. Ouais, non, je sais, ouais. Annie Chancel, c'est ça, hein, Ouais. elle a un autre nom. Donc voilà, on a tous ces films-là, on a Les Oies Sauvages, on a pas mal de... Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Halloween, ça date de ça? Ah non, Ouais, non, moi j'ai mis, c'est Halloween, ouais, c'est 78 Halloween? Ouais. Bah non, donc voilà, Halloween, l'enfer, c'est sur la Terre, mais c'est beau. C'est Carpenter qui commençait vraiment après Assaut à... L'année des masques, en fait, en VF. La nuit des masques. Oui. Non, oui, la nuit des masques, oui. La nuit des masques, ouais. C'était traduit par Mardi Gras en français. J'ai beaucoup aimé. Et il y avait Battlestar Galactica qui est sorti au cinéma en France. Et qu'en fait, c'était un pilote passé au cinéma. Ouais. La musique, franchement, elle déboîte, c'est bien. Ouais, moi j'ai... C'est du pompé sur Star Wars, mais c'est bien. J'ai le CD qu'avait édité Varese, d'ailleurs. Voilà. On a Dracula de John Williams, qui était, à mon avis, une putain de BO. Et John Williams, il a fait beaucoup de choses, c'est incroyable, parce qu'il a fait aussi... Moi, je l'ai mis en 79, Dracula. Ah bon? Ouais. Bah écoute, je sais pas. De toute façon, je me suis planté. Et The Fury, c'est quand? Bonne question, parce que je l'ai pas noté, parce que c'est pas pour moi... Bah, ça doit être la même époque, hein, The Fury, je pense. Bon, on n'est pas très très pointilleux, mais en même temps, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'on est des passionnés. Et d'ailleurs, tu vas nous expliquer, qu'est-ce qui t'a marqué dans les musiques de films de 1978? Donc, il y en a très peu, en fait, comme tu as cité. Bon, t'as Superman qui était énorme, évidemment, John Williams. John Williams avec Les Dents de la Mer 2, j'ai toujours du mal à départager. Avec le temps, j'ai une prédisposition pour préférer le 2, parce qu'il est vraiment lyrique et tout, et plus que le premier, quoi. Donc là, tu nous parles Les Dents de la Mer numéro 2. Ouais. Mais non, je vais pas vous parler de la... Non, je vais pas en parler. Ah non, parce que ça fait 2 fois que tu me dis. non, je t'en parle. C'était une déclaration de guerre, après. Non, c'est pas ça. Non, je vais parler de ce que j'ai retenu, pas forcément pour la composition elle-même, quoi. C'est Midnight Express de Giorgio Moroder. D'accord. Première musique de film pour Giorgio Moroder, hein, qui à l'époque était compositeur, chanteur, qui avait beaucoup travaillé pour Diana Ross et compagnie, quoi. Et première musique de film, Oscar immédiatement, quoi. Et c'est là où je trouve que c'est pertinent. En fait, je vais peut-être m'embrouiller, mais Midnight Express, c'est aussi Alan Parker. Et c'est intéressant de voir l'association des deux, parce qu'Alan Parker, justement, c'est quelqu'un qui a toujours refusé d'aller dans la musique de film de façon traditionnelle, quoi. Il a toujours essayé de collaborer avec des gens qui étaient un peu hors circuit, quoi. Après, il a collaboré avec Peter Gabriel pour Birdie, bon, qui est énorme, hein. Midnight Express n'a rien à voir avec ça, hein, mais je veux dire, c'est pas comparable, hein. Birdie, c'est énorme. Sur Birdie, il avait fait une playlist des chansons de Peter Gabriel qu'il appréciait. Il lui avait dit, tu travailles là-dessus, moi je veux les thèmes qui ressortent de tout ça, quoi. Il a fait Fame, il a fait The Commitments aussi, qui est un grand film. Et The Commitments, en fait, c'est quand tu vois le film, c'est un peu le making-of du travail qu'il a fait sur la musique de film, parce qu'il a pris des gens qui étaient inconnus à Dublin et tout, il a fait travailler ensemble, et après le film, ils sont tous repartis vivre leur vie, quoi. Donc il a toujours été en marge, il a jamais voulu faire une musique de film traditionnelle. Et Midnight Express, c'est ça aussi, quoi. Il a été chercher Giorgio Moroder. Et ce que je trouve important, le fait qu'il ait reçu l'Oscar, Giorgio Moroder, ça dénotait quelque chose au niveau de la tendance, et quand l'Académie lui a donné l'Oscar, quelque chose qui allait grandir, quoi. C'était qu'à un moment donné, ils se sont dit, ok, la musique de film, ça peut être autre chose, et ça peut être intéressant commercialement, parce que quand on écoute
Midnight Express, je l'ai réécouté justement pour le podcast. Et le morceau vachement connu, Chase, qui ouvre le CD, quoi, qui fait plus de 8 minutes, et qui correspond au début du film, quelques minutes après le film, quand le personnage est arrêté, qu'à un moment donné, il a la possibilité de s'enfuir et il s'échappe, quoi. Mais ça colle pas du tout avec l'image, en fait, quoi. Giorgio Moroder, il a fait des potentiels hits à chaque morceau. C'était, à part 2-3 morceaux qui sont vraiment des morceaux d'ambiance, c'est des hits potentiels pour faire marcher un album. Et on rentre dans une spirale à ce moment-là où on se dit, où les producteurs se sont dit, on a un support discographique, on peut en faire quelque chose, ça peut nous rapporter des sous, mais pour ça, il faut que ça attire les gens. Et donc, on va prendre des personnes qui sont pas forcément des musiciens de musique de film, mais qui font quelque chose qui plaît aux gens, quoi, aux jeunes et tout, de la pop, du rock, machin. Donc, c'est pour ça que pour moi, Midnight Express est important à ce niveau-là. Je trouve que c'est le premier jalon d'une tendance qui allait en grandissant. On a fait appel à beaucoup de gens hors du milieu musical cinématographique, en espérant que par leur sensibilité pop-rock, ça allait apporter quelque chose peut-être. Même Lynch est tombé là-dedans avec Toto dans Dune, qui était excellent. T'as eu Richard Donner avec les Dio qui a demandé à Andrew Powell, qui faisait partie du groupe Alan Parsons Project. Et pour moi, le haut du panier à ce moment-là, ça avait été le William Friedkin, Police Fédérale de Los Angeles, To Live and Die in LA, où il avait demandé à Wang Chung de faire la musique, en fait. Et donc, on a sur quelques années une tendance qui s'est révélée et qui, pour moi, a démarré véritablement avec Midnight Express, quoi. Où on avait une musique de film, mais qui n'était pas vraiment la musique du film, parce qu'il fallait faire vendre un disque sur le nom d'un film, mais le rapport avec le film était assez tenu, quoi. Voilà. Très bien. Je vois ta tête que... Non, je suis pas, moi ça me laisse assez froid, sa musique. Oui, je sais. J'aime bien, mais j'arrive pas à la considérer comme mais c'est pas une musique de film. C'est la première musique de film, et moi je suis d'accord avec toi, c'est pas une musique de film. Après il a fait American Gigolo qui a encore été qui était pas top, mais pour moi il a vraiment compris ce que pouvait être une musique de film avec Cat People, quoi. Pour moi là ça fonctionnait très bien. D'accord. Moi pour info, c'est un des premiers films que j'ai vu en VHS, hein, Midnight Express. Et j'avais remarqué la musique aussi à l'époque, mais je n'avais pas aimé du tout, parce que j'étais un peu coincé dès que c'était pas symphonique, en fait, quoi, à cette époque-là. Sauf après, il y a eu un truc qui s'est déclenché. D'ailleurs, juste après, puisque j'ai vu Midnight Express, j'ai vu Papillon avec musique de Goldsmith, et le lendemain ou la semaine d'après, j'ai vu Assaut avec la musique de Carpenter. Et là, c'était énorme, quoi. J'ai changé mon fusil d'épaule. Et oui, et justement, j'allais te dire, parce que je reviens là-dessus, mais c'est vrai que la même année, donc on avait Midnight Express de Giorgio Moroder, on avait Halloween de John Carpenter, 2 musiques électroniques, et pourtant on a porté au nu Giorgio Moroder, alors que la musique de John Carpenter, pour le coup, elle était électronique, mais elle était véritablement une musique de film qui fonctionnait avec le film. Mais bon. Oui. Ce qui est dommage, quoi. Mais c'est pour... c'est bien, il fallait passer par Moroder, il y a un moment. C'est pour ça que pour moi, que je vois cet Oscar comme un coup médiatique, quelque part, quoi. Les Oscars, c'est quand même des coups médiatiques. Ok. Écoute, moi, pour cette année-là, j'ai bien aimé Jaws 2, Les Dents de la Mer, numéro 2, parce que... Alors, je t'avoue que je n'avais pas vu le premier film encore à l'époque. Je n'avais pas vu le deuxième. Je connaissais les musiques parce que j'avais eu l'occasion de les entendre dans un magasin de disques. Le mec, il avait passé ça. Et j'avais écouté la première BO. Et plus tard, j'ai découvert la musique de Jaws 2. Et je me suis aperçu que c'était presque aussi bien que le premier.
un peu moins sauvage, un peu moins rêche, on va dire. Un peu plus orchestré, un peu plus policé, mais il y a une inventivité encore dans tous les thèmes. On retrouve le thème du requin, ça c'est clair, et vraiment bien fait. Et, Oui, mais c'est magnifique. Je te coupe, désolé, c'est ton moment en fait. Mais moi je repense le morceau qui ouvre l'album, quoi. Il est magnifique, quoi. Ouais. Quand on découvre, on va découvrir le reste de Lorca et tout, c'est beau, quoi. Ou le ballet avec les bateaux, quoi, et tout, c'est. Ah non, mais même jusqu'au morceau final, quand le requin mange le câble électrique. Et là, je me suis aperçu que John Williams, parce que moi j'attendais la suite de Star Wars, en vrai, parce que j'étais comme une balle, je savais que c'est lui qui allait faire la suite de Star Wars, donc je me suis dit, waouh, même pour une suite, il est bon, quoi. Voilà, quoi. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, une fois de plus, hein. Je conseille aux gens de l'écouter, ça passe souvent à la télé, vous fermez les yeux, vous écoutez la musique, pas besoin des images. Et ouais, c'est un grand disque, je trouve que c'est un grand disque, il y a eu... Je crois qu'il n'y a eu qu'une édition. Ah non, ils auraient fait une Trada spéciale. Oui, une Trada a sorti récemment, il y a quelques années, quoi. Un bon label. Donc ouais, c'était assez intéressant à entendre. Mais l'édition originale de Varese est excellente, hein. Elle se suffit elle-même. C'est pas Varese, c'est RCA. Moi j'ai une version Varese. Oh, malheureux. J'ai le vinyle original avec le gros carton, la grosse pochette épaisse. D'accord. Oh oui. Tous les disques Universal, ils avaient des pochettes énormes au niveau épaisseur. C'était des vrais boucliers, quoi. Et oui, mais bon, le vinyle. Alors oui, par contre, j'ai remarqué un truc avec Les Dents de la Mer, justement. Quand on est passé au CD, c'était beaucoup moins bien que le vinyle Les Dents de la Mer. Parce que le CD, en fait, avait le même mix, le même mastering que le vinyle. Et ça donnait pas le même résultat. C'est-à-dire que quand ils ont vendu des CD au départ, ils ne sont pas embêtés à remasteriser le son pour le CD. Ils ont gardé les réglages du vinyle. Ils ne se sont pas pris la tête, quoi. Et en vinyle, les basses sont beaucoup plus énormes que sur le CD. Et il y avait vraiment une nette différence entre les deux, quoi. Après, on entendait les du vinyle. Voilà, tant pis. Voilà, donc est-ce qu'on peut clore pour 1978 ? Oui, pour moi, oui. D'accord. On va passer à 1979. 1979, un très grand cru pour la musique de film. Cependant, au fond de l'espace là-bas, tout au fond, près du local poubelle, grandissait la graine du mal. Accueillis au sein d'un groupe pop, les Buggles, et grâce à un tube interplanétaire, Video Killed the Radio Star, un certain Hans Zimmer faisait ses armes. L'année d'après, il allait commencer à sévir dans la musique de film. Mais nous ne sommes pas encore là. Il est toujours temps de s'amuser et de parler de bonne musique. Allons-y, 1979. Allez, on a le temps, le bordel. 1979. Qu'est-ce qu'on avait comme film en 1979 ? On avait Dracula. Ça, c'est Dracula de John Badham avec la musique de John Williams. Mais c'est pas possible, John Williams, une musique de film par semaine. Ouais. Et cet homme est une machine. Je pense qu'il avait des nègres, à mon avis. On va apprendre. Non, je pense pas, non. Non, je pense qu'il avait beaucoup de... Mais je crois que c'était une période où il avait perdu sa première femme, non ? Il devait se lancer dans le travail comme un fou, il me semble. Il en avait parlé dans une interview, quoi. Non, mais je pense qu'il avait beaucoup d'inspiration. C'est comme certains écrivains qui ont des périodes d'inspiration totale. Et il avait... Ouais, moi, je pars de l'idée que cette musique était déjà dans sa tête et il a fallu qu'il aille les chercher, quoi. Et là, il a eu le temps d'y aller, on lui a proposé, il y allait. Donc, c'était l'année de Apocalypse Now aussi. Je trouve que la musique est quand même assez significative de l'époque. C'est pas mal de sound design, pas mal de morceaux assez bizarres. La musique à un doigt, du synthé, avec l'intro des Doors. C'est quand même fabuleux. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... De toute façon, les Doors, la musique, c'est fabuleux. Donc. Ouais, la musique t'envoie vraiment au fond du rêve, quoi. C'est la période où il y avait les bronzés font du ski. Alors je sais qu'il y a des... Moi je connais des gens, ils ont retenu la musique des bronzés font du ski. Oui. Non mais bon, ça existe, quoi. C'est la période où il y avait Mad Max, le premier, de Brian May.
qui est une vraie musique de chevalier, en fait, quand on l'écoute. C'est la période où il y avait aussi Alien de Jerry Goldsmith, qui est une de ses plus grandes musiques, en fait. C'est la musique du gendarme c'est la période du gendarme et des extraterrestres, avec De Funès. On peut dire ce qu'on veut, mais la science-fiction en camembert, c'est quand même pas mal. C'est la période de 1941 de John Williams. Bah oui, c'était son mois encore, quoi. Tous les 2 mois, tous les mois pairs, il sortait un album. C'est la période de Moonraker de John Barry, qui a repris James Bond, qui a fait 2-3 choses pas mal avec, qui a repris d'ailleurs dans le film un petit passage de Rencontre troisième type. Ah. Je la connais. Si, il y a un passage où le type tape un code sur Ah code, oui. Enfin bon. C'est déjà une mise en abîme, on est déjà dans le méta, quoi, à ce moment-là, quoi. Voilà, c'était la mode. Il y a eu Le Trou Noir de John Barry. Et John Barry encore. Voilà, donc lui c'était les mois pairs. Donc John Barry qui a fait Le Trou Noir, qui est un album fabuleux, qui contient en gros 2-3 morceaux qui sont répétés tout le long, mais c'est magnifique quand même, ça n'empêche pas. Et est-ce que c'est... Attends, on est en quelle année là? On est en 79? Oui. Je suis en train de me perdre là. Le docteur se perd, oui. Ah ouais, mais c'est la spirale temporelle. La spirale temporelle. C'est l'année de... Mais, Seigneur, c'est l'année de Star Trek de Jerry Goldsmith. Mais là, c'est le mois aussi de Jerry Goldsmith. Star Trek est une des plus grandes musiques de films du monde, ever. Et je pèse mes mots. Parce que ça reprend pas mal de choses qu'avait travaillé Bernard Herrmann avant, dans Vertigo, par exemple. C'est la période de Time After Time, C'était demain, de Miklos Rozsa. C'est de ses dernières BO, Miklos Rozsa, qui était un grand musicien de musique de film des années... de l'après-guerre. Et là, je dois avouer que je suis généralement stupéfait par la bêtise des traducteurs quand on traduit les titres des films en français. Mais là, je dois avouer pour le coup que Time After Time par C'était demain, je trouvais que c'était génial, quoi. Ouais, parce que temps après temps, ça craint. Oui. C'était la période aussi du premier film du Muppet Show. Parce que, voilà, quoi, Muppet Show, on peut rien dire. Moi, c'est incritiquable. Il y avait The Warriors au cinéma, qui était pas mal à cette période-là. Il y avait un film... C'était quoi le film de Philip Kaufman, Warriors ou... Walter Hill, je crois. Walter Hill, j'ai jamais vu. Walter Hill. The Warriors avec... non, parce que Kaufman avait fait un truc pareil, non? Enfin, un truc similaire, non? Il y a une bande originale de Pierre Bachelet pour Coup de tête de Jean-Jacques Hano. Il y a Icomica d'Ennio Morricone, qui est une bande originale qu'en fait j'adore. Le film est bien, mais j'adore la BO. C'est un grand moment de BO. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi à cette période-là? On avait Fantasme. Pierre Bachelet, c'était les bronzés aussi qui font du ski, non? Je sais pas, c'était un peu une blague que je te disais. Oui, non, mais je sais, mais ça... En fait, depuis tout à l'heure, je me suis dit, mais oui, mais les bronzés font du ski, je sais qui c'est, mais... Ouais, je crois que c'était bien. Bon, excuse-moi. Non, c'est bon. Donc, professeur, en 1979, t'avais 5 ans à l'époque. Je sais pas quel âge t'avais, en fait. Non, 9 ans. 9 ans. Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que t'avais non, n'importe quoi. Attends, je suis né en 68, donc j'avais 11 ans. T'es sûr que t'es né en 68? Officiellement, oui, c'est ce qui est écrit sur les papiers. Ouais. Ouais, donc qu'est-ce qui t'a marqué, ou plutôt, qu'est-ce que t'as retenu musicalement en fait, de cette année-là? C'est pas forcément ce qui m'a marqué ou ce que j'ai retenu, parce que le parti pris de ce podcast, en fait, c'était d'essayer de laisser un peu notre subjectivité de côté et pour essayer de dégager des musiques qui auraient une importance cinématographiquement, quoi. Et moi, c'est Alien de Jerry Goldsmith. Hein. Bon, là, pour le coup, même... Non, mais rien. Je dis rien. Je pensais que t'avais... Je pensais que c'est pas grave. Je pensais que t'avais pris Star Trek. Non, mais je peux parler de Star Trek, y a pas de problème. Vas-y, je suis content aussi.
Non, mais de toute façon, c'est évident, il y a un moment quand t'es fan de musique de film, tu tombes sur les mêmes trucs tout le temps, enfin, c'est obligé. Quoi. Ouais, non. Pourquoi Alien? Parce qu'en fait, c'est... bon, je disais, on a laissé la subjectivité de côté, mais bon, de toute façon, c'est indéniable, c'est un grand film, quoi. C'est un des films que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Mais pourquoi? Parce que, en fin de compte, c'est le contre-pied total avec la mouvance Star Wars, quoi. On est dans un film de science-fiction, mais tout d'un coup, on n'est plus dans une science-fiction propre, quoi. On est dans un vaisseau qui pète, qui tombe en morceaux de partout. On est avec un équipage, et en fait, ce sont des ouvriers, quoi, des prolétaires, quoi, qui sont là pour... ils travaillent pour une compagnie, ils sont là pour gagner leur fric, quoi, et c'est tout, quoi. Et on a une musique, et c'est pas du tout la musique à la John Williams, justement. Jerry Goldsmith était encore dans cette période expérimentale. Et pour moi, c'est l'une des dernières fois où il allait vraiment expérimenter à ce point-là, quoi. Et ça avait été accouché dans la douleur, puisque bon, après Ridley Scott, comme il fait souvent, il a charcuté les morceaux, il a pris des morceaux que Goldsmith avait prévus pour certaines scènes, qu'il les a mis dans d'autres scènes. Il a pris des morceaux d'un film qui s'appelle Freud, composé par John Williams et par Jerry Goldsmith aussi, quoi. Mais bon, ça n'a pas plu à Goldsmith. Hein. Ils sont brouillés, ils se sont retrouvés. En même temps, c'est le boss, hein, Ridley Scott, il fait ce qu'il veut. Ouais, mais bon, ils sont brouillés, ils sont retrouvés que sur Legend après, quoi. Donc c'était vraiment une musique expérimentale, atonale, anxiogène, quoi. Elle crée un univers oppressant qui marchait avec l'image et l'ambiance que Ridley Scott voulait apporter, quoi. Et pour moi, c'est important à ce niveau-là, bon, parce que le film est important, justement, comme je le disais, par rapport à ce contre-pied. Tout d'un coup, on avait un autre genre de film de science-fiction. Peter Williams, après, avait fait Outland, exactement dans la même mouvance, qu'on avait cette science-fiction que j'appelle un peu industrielle, quoi, en fait. Et voilà. Et donc, pour le coup, et pour l'une des dernières fois, Jerry Goldsmith allait faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Moi, je trouve que c'est là où il aurait dû mériter l'Oscar, et pas forcément avec la malédiction. Et après, Jerry Goldsmith a fait de grands trucs et tout, mais il s'est lancé dans une veine beaucoup plus mélodique, beaucoup plus traditionnelle. Mais il a clôturé un cycle d'expérimentation avec le haut du panier, quoi. Voilà. Ok, bah, je suis bien d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, parce que c'est aussi une de mes BO favorites et je me lasse jamais de l'écouter, parce qu'en effet c'est un univers, et ce que j'aime aussi dans ces expérimentations, c'est qu'il y a vraiment des sons bien tordus, mais vraiment tordus, des grincements, il y a des claquements avec de l'écho, quand on entend de chlunk, 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 chlunk derrière. Enfin, je trouve qu'il a inventé une sorte d'écriture à base de sonorité c'est vraiment intéressant, quoi. Donc ouais, je plus sois à fond ce que tu as dit. Et du coup, bah, je me retrouve avec un autre Goldsmith, parce que j'arrivais pas à me décider en fait entre Alien, que j'adore, et Star Trek. Et je pensais que t'allais prendre Star Trek, moi. Non, parce que le but c'était pas mes musiques de films préférées. Ouais, je sais, ouais, on en a parlé. D'un autre côté, Star Trek, je la trouve démente, et je vais te dire pourquoi. Parce que j'aime bien dire ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que cette année-là, il y a eu un truc intéressant. Il y a eu un instrument qui est arrivé, qui existait sans doute déjà avant, qui s'appelle le Blaster Beam. Le Blaster Beam, c'est une sorte de grosse poutrelle en métal, et dessus, il y a des câbles en métal de tiré. Et quand tu tapes au marteau, ça fait un son comme ça. C'est un son qu'on entend dans le trou noir, le Black Hole de John Barry, et on l'entend énormément dans Star Trek. C'est le son de Voyager dans Star Trek. C'est-à-dire que c'est une entité spatiale, une sorte de vaisseau géant, dans lequel arrive l'Enterprise. Alors on oublie Capitaine Kirk et tout, on s'en fout. C'est pas le but du film. Le but du film, c'est un voyage. C'est pour ça que j'adore ce film. Et ça prend le temps. Il se passe pas grand-chose. Honnêtement, il se passe que dalle même. Mais on s'en fout parce que c'est beau. Ce qui compte, c'est le voyage. Et donc on voyage avec la musique principalement, vu qu'il y a des séquences entières où il n'y a pas de dialogue. On avance dans un vaisseau spatial qui fait 75 km de long. Et
Et c'est la musique qui part à notre place. C'est la musique qui fait respirer aussi le vaisseau spatial. Et dedans, il y a ce fameux blaster beam qui vient de temps en temps pour mettre du suspense, une sorte de panique, un truc. C'est un son vraiment étrange qu'on pourrait refaire au synthétiseur sans problème. Ça a dû être samplé de toute manière, quoi. Mais à l'époque, il y avait un type qui venait, qui jouait du blaster beam en live, quoi. Et là, c'est quand même quelque chose. Et sur le triple album de chez La La Land, il y a tous les morceaux, enfin toutes les parties blaster beam qui ont été mises séparées. Et en fait, c'est assez rigolo de les écouter. Alors, ça n'a pas de sens si les gens te regardent, s'ils te voient quand on écoute ça, ils disent que t'es fou, ils appellent direct l'hôpital. Mais en vrai, quand t'es fan, t'en as rien à foutre, t'écoutes et c'est trop bon, quoi. Et je dois dire aussi que cette musique, il y a un truc qui est particulier, c'est qu'il y a un morceau dedans, je trouve qui est beau, mais qui est un peu long, qui est un peu mou, je trouve. Mais j'ai compris à quoi il servait, parce qu'aux États-Unis, quand le film est sorti, et non pas comme en Europe, il y avait un passage de à peu près 4 minutes au début du film, où il était dans le noir et on voyait l'espace. Et il y avait cette musique de Jerry Goldsmith, une musique très douce, très romantique, où on avançait dans l'espace, avec ce petit piano et tout, ce petit violon, et c'était... Voilà, ça te mettait dans le film, et après, t'avais le générique Tony Truant qui arrivait. Et je dois dire que là, tout était fait par la musique. D'ailleurs, je crois qu'ils n'avaient pas terminé le mixage son à l'époque, à la sortie du film. Le son n'était pas totalement mixé. Ils ont compté sur la musique pour le reste, pour boucher les trous. Et je dois dire que le film démarre aussi sur une séquence quasi muette. On voit des vaisseaux Klingon qui sont désintégrés. Et c'est un grand moment de musique de film. Et ça dure, je crois, 7 minutes. Ça se passe de commentaires, c'est fabuleux. Quand le capitaine Kirk retourne dans son vaisseau qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, c'est une musique d'amour qu'on entend. Donc c'est un peu... c'est vraiment le film de Jerry Goldsmith. Ils lui ont laissé... c'est lui qui sauve tout, d'ailleurs, dedans, en fait. Ils lui ont laissé le droit de faire ce qu'il voulait, en vrai. Et il a tout compris, quoi. Et la musique spatiale, Goldsmith aussi, j'ai remarqué une chose. C'est quand il en fait, on dirait de la musique de western. C'est assez... tu peux mettre ces images-là sur le Far West, ça passe pareil. Et les gens qui disent je ne connais pas Jerry Goldsmith, ben, ils connaissent Jerry Goldsmith parce que de toute façon, le logo Universal, quand on le voit, c'est sa musique. Le et on dirait du Star Trek. Donc voilà, voilà, j'ai parlé de Star Trek The Motion Picture, c'est terrible. Je voulais pas en parler. Je peux rebondir dessus Vas-y, rebondis. Non, parce que tu as dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Et J'espère. Quand tu disais que... Mais sinon je m'en vais, quoi. Non, je viens d'y penser. Quand tu disais qu'en fait le film démarrait sur une musique, un morceau de 4 minutes où il y a rien, tout ça. Et en fait, le Star Trek est réalisé par Robert Wise. Et Robert Wise avait fait exactement la même chose avec West Side Story, qui s'ouvre sur 5 ou 6 ou 7 minutes de musique sans rien du tout, quoi, avant le générique. 2001 aussi. Ouais. 2001 faisait ça. Il y avait aussi, je crois, dans Spartacus. Il me semble. Et quand tu dis que Jerry Goldsmith a sauvé Star Trek, je suis pas d'accord avec toi, parce que je pense que Robert Wise a apporté beaucoup. C'est un film très... Comme tu dis, c'est un voyage, c'est un film très contemplatif. Et c'est intéressant, parce que Goldsmith a participé cette année-là à 2 films de science-fiction qui s'opposaient à Star Wars, qui donnaient une autre perspective de la science-fiction, quoi. Et le morceau où on découvre on redécouvre l'Enterprise, où l'équipe revient dans l'Enterprise, c'est un morceau magnifique, quoi. Et tout est lent dans ce film, mais pas lent dans le mauvais sens du terme. Comme tu dis, c'est un voyage. Et le mot voyage est important parce que quand on a vu le film, on comprend, quoi. Tout à fait. Non mais quand je dis il a sauvé le film, c'est... il n'y aurait pas eu sa musique. Je suis pas sûr que les effets spéciaux auraient été aussi bons. Je suis pas sûr que le film n'aurait pas été lassant. Je pense que c'est vraiment le... Tu sais, ça charpente tout. Voilà, sa musique a tout charpenté dessus. Et je pense que le film, il est pas toujours maîtrisé, en vrai. Enfin, ça se voit. Il y a des séquences quand même plus faibles que d'autres. Mais la musique fait que ça passe bien. Et puis, en fait, Robert Wise, il a eu raison d'appeler Jerry Goldsmith, quoi. Il a vraiment eu raison. Et puis, Robert Wise, de toute façon, c'est un grand réalisateur. Bien sûr.
de toute façon. Donc, qui est assez méconnu, en fait. Oui, il est sous-estimé, en fait. Hein, Il est vraiment sous-estimé, alors qu'il est vraiment très, 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 très bon, quoi. Voilà pour 1979, professeur. On passe à 1980. Le voyage dans le temps n'est pas terminé. Nous arrivons en 1980. Oui, nous changeons de décennie. 1980, c'est presque l'an 2000. Ouais, enfin, presque. Enfin, voilà. 1980, professeur. 1980, c'est l'année de The Shining de Stanley Kubrick. Avec. On dit pas Shining. Non, moi je dis The Shining. Oui. C'est l'année du Lagon Bleu, un super film. C'est l'année de la Boom. La Boom, n'oublie pas la Boom. La musique de la Boom a vraiment marqué une génération. On peut pas dire le contraire. Hein. C'est la musique de Pulsion. C'est l'année de Pulsion de Brian De Palma, avec un super score de Pino Donaggio. C'est l'année d'un de tes films préférés, Fame. Je sais que tu aimes Fame. J'adore Fame. D'inspecteur La Bavure aussi. Peut-être pas pour la musique, mais en tout cas, putain, c'était drôle. C'est l'année d'Elephant Man. Et l'Elephant Man, David Lynch, il n'a pas eu le choix, je pense, de la musique, puisque c'est John Morris qui est habitué à bosser avec Mel Brooks. Oui, qui produisait le qui film. la musique. Et en vrai, Mel Brooks, son pote, c'est John Morris, donc voilà. Oui, Ceci dit, je trouve que ça va bien ensemble. Bien sûr. Il ne connaissait pas encore Pino Donaggio, donc c'était pas grave. Non, de... tu viens de dire tu viens de dire une grosse bêtise là, mais énorme. Mais oui, excuse-moi, je recommence. Il ne connaissait pas encore... Angelo Badalamenti. Je rame, je sors les avirons. C'est l'année de Quelque part dans le temps, magnifique musique de John Barry, mais vraiment magnifique. Et c'est l'année de Vendredi 13. Alors Vendredi 13, c'est particulier, c'est une sorte de reprise rigolote de Psychose. Avec c'est un peu naze. C'est l'année d'Y-a-t-il un pilote dans l'avion, avec une musique d'Elmer Bernstein. C'est l'année de Flash Gordon. Ah, je sais que Flash Gordon, tu aimes. Ouais. Flash Gordon, c'est assez intéressant parce que y a un score qui est assez moyen derrière. Et il y a Queen, qui est complètement en roue libre et qui envoie la patate tout le temps. Ouais. Et ça transforme ce film en comédie musicale, carrément. Et Queen, d'ailleurs, on pourra en reparler aussi sur Highlander, parce que, mine de rien, ouais, enfin... c'est énorme. Ouais, mais sauf que Brian May, il fait chier, parce qu'à cause de lui, on n'a jamais eu d'édition de la musique de Michael Kamen, quoi. Ouais, mais moi j'ai un bootleg, je m'en fous alors. Moi aussi, moi aussi. Donc voilà, vas-y, on va pas faire semblant, on va pas se mentir. C'est l'année des Blues Brothers, tout le monde avait le disque. C'est l'année de Superman 2. En Superman 2, Ken Thorne, il a repris des morceaux de John Williams et il les a rejoués, quoi. C'est l'année de The Fog, de John Carpenter. Super musique. American Gigolo. De Giorgio. Mais ouais, de Giorgio. Bah voilà, Giorgio. C'est l'année de... Entre Rital. Ouais, tout à fait. Bah, tu écoutes Giorgio, c'est ça. Oui. J'ai Pino, j'ai Giorgio. Ben voilà. C'est l'année de l'Empire contre-attaque, qui, à mon avis, est pas mal. Je pense que ça doit être je pense que tu vas nous en parler plus longuement tout à l'heure. Peut-être c'est l'année de Xanadu, un de tes films favoris aussi, parce que tu aimes faire du roller. En fait, j'adore le morceau et j'ai jamais vu le film. Il faut que je le voie, mais j'adore le morceau, la chanson. Non, je pense que si tu veux continuer de rêver, regarde pas le film. Non, parce que des fois, ça tue le rêve. Ah oui, 1980, il y a eu un truc aussi qui s'appelait Les Mercenaires de l'espace. C'était une des premières BO de James Horner. Ah oui, de chez Corman. Les Mercenaires de l'espace. Battle Beyond the Stars. Ouais, Cameron avait travaillé dessus aux effets spéciaux, ouais, bah non? Forcément, de toute façon, c'est des productions Roger Corman, donc ouais. c'était sûr, quoi. Donc là, 1980, qu'est-ce que toi... Bon, alors je vais pas te dire qu'est-ce que t'en as retenu et tout, mais qu'est-ce que ça t'évoque? Professeur, qu'est-ce que vous évoque 1980? Moi, ça m'évoquerait une grande BO si on était parti sur la subjectivité qui aurait été l'Empire contre-attaque, hein, je pense que s'il y avait une BO... Trop facile. Voilà, oui, non, mais voilà, s'il y avait une BO à retenir de toutes les BO qui n'ont jamais existé, elle en ferait partie. Mais c'est pas celle que j'ai retenue, justement, parce que bon, je pense que c'est toi qui l'as retenue. Ah bon? Il y avait aussi le Pulsion, hein, que j'aime beaucoup, de mon ami Pino. J'avoue que la musique de Pulsion est franchement, elle déboîte, quoi. Et puis Nancy Allen, hein, qui excellait. J'ai compris que c'est le Guignolo qui t'a marqué cette année-là.
Le Guignolo, non, c'est pas le gigolo Giorgio, non. Non, non, le Guignolo avec Jean-Paul Belmondo. Ah non. Un film de Georges Lautner. C'est un film que tu as cité, dont je me suis dit, oh non, il va partir là-dedans. Non, le fait qu'il n'ait pas choisi. Quelque part dans le temps, de John Barry. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est beau. Alors pourquoi ? Parce que, pourquoi, professeur ? Oui, voilà. Pourquoi ? Parce que Le professeur va nous dire pourquoi. Quelque part dans le temps, qui s'en souvient de ce film ? En fait, un film réalisé par... Moi, il passe tout le temps à la télé. Un film réalisé par Janos Wark. Janos Wark, bon, on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas cité, mais c'est le réalisateur de Les Dents de la Mer numéro 2. À l'époque où il faisait des bons films. Après, il a fait Supergirl. Et après, il a fait... Supergirl, c'est très bien. Et après, il a fait La Vengeance d'une blonde en France. Ça, c'est pas super bien. Je sais, c'est moche. Donc, pourquoi ? Parce que, quelque part dans le temps, c'est un film, mais vraiment méconnu et magnifique. C'est un film fantastique, en fait. C'est une histoire de romance à base de voyage dans le temps, mais sans effets spéciaux, en fait, le film est adapté d'un roman de Richard Matheson, qui en France, ça avait été traduit par Le jeune homme, la mort et le temps. Ouais, tout à fait. Très bon bouquin, en plus. Ouais, j'avais adoré. Et surtout, pourquoi je l'ai choisi ? Donc, parce que la musique est de John Barry. Et John Barry, il y a deux choses chez lui, quoi. Il est formidable chez les James Bond au niveau de l'action et tout, et puis il y a cette fibre romantique qui allait être récompensée ensuite avec Out of Africa, pour laquelle il allait avoir l'Oscar et tout, hein. Et même il a eu l'Oscar pour Danse avec les loups, non, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Mais pour cette fibre romantique, je trouve que si on devait retenir qu'un album, qu'une composition, c'est quelque part dans le temps, parce qu'il y a tout là-dedans, quoi. Tout ce que pourtant c'est simple, les mélodies sont simples mais pas simplistes, et on a l'impression que c'est à l'écoute, on a l'impression que c'est évident, que la mélodie a toujours été là et que John Barry l'a saisie tout simplement, quoi. Et l'album est la musique qu'il a écrite est bouleversante, elle est le cœur du film, le cœur des personnages, et lié à l'interprétation des acteurs et de cette histoire qui est malgré le pitch qui est défait de tout effet spécial, quoi. C'est bouleversant. Voilà. Je suis bouleversé. Non, mais je plaisante, mais j'adore le film. La musique est, je trouve, prodigieuse, mais pour plein de raisons qui sont celles-là aussi, quoi. Parce qu'il y a un vrai souffle, il y a un souffle romantique, il y a une sorte de vibration assez incandescente par moment, et puis, je sais pas, on doute pas une seule seconde qu'il a voyagé dans le temps. Ouais. La musique fait que c'est, voilà, quoi, c'est comme ça, on le sait, et puis on se pose pas de questions, et c'est génial, quoi. Y a rien à dire, que Christopher Reeve, dedans, il est pas Superman, il est super tout court. Ouais, c'était un acteur immense. Et Jane Seymour, qui est pas une actrice que je kiffe particulièrement, là, on tombe amoureux d'elle parce qu'il y a un truc, il se passe quelque chose, avec Christopher Plummer en méchant. Putain, non, c'est un super film. Par contre, un super film, quand il repasse à la télé, je le regarde tout le temps. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'ait vraiment pas adapté le livre tel qu'il était, parce qu'en fait, dans le livre, le personnage interprété par Christopher Reeve, c'est quelqu'un qui a je crois que c'était une tumeur au cerveau, enfin, qui est en train de mourir, qui sait qu'il va mourir, quoi. Et il décide de partir justement pour mourir seul, et il s'arrête à cet hôtel. Et en fait, il consigne tout ce qu'il a vécu, et quand on le retrouve mort, son frère retrouve ses notes et pense qu'il a déliré complètement toute cette histoire. Et en fait, avec le livre, on ne sait pas vraiment s'il avait véritablement vécu s'il avait véritablement réussi à remonter le temps ou pas, quoi. Et je trouvais ça intéressant. Très bien, professeur. Alors, je dois dire que moi, cette année-là, 1980, ce qui m'a marqué, c'est l'Empire contre-attaque. Ah, quelle surprise! Parce que je suis fan de Star Wars. Non, ne feins pas la surprise. Ne feins pas la surprise, tu sais très bien. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait,
c'est là où je trouve que c'est une des musiques les plus importantes en musique de film, parce que quand il a fait le premier Star Wars, John Williams, je pense, enfin c'est mon avis en écoutant depuis longtemps ce qu'il a fait, il a pas mal pompé sur plein de choses qui existaient avant, du Korgol, du Prokofiev, pas mal de choses. Et c'est pas qu'il prenait pas la chose au sérieux, mais bon, il faisait rencontre un petit peu en même temps, tout ça. Et on lui avait dit c'est une musique de film pour les enfants. Donc il a fait un truc d'un haut niveau déjà, il n'y a pas de problème, c'est assez génial. Le défaut qu'il y a, c'est l'enregistrement qui est assez moche au niveau des trompettes, ça fait un peu crin-crin dans les oreilles. Et pour le deuxième, on lui a dit vas-y, lâche les chevaux, en avant. Et là c'est énorme. D'un coup, on trouve de tout. Il y a du romantisme, il y a du mystère, il y a de la religion aussi dedans. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des méchants. Et là, il a vraiment fait le vrai fondement du thème de Dark Vador. Bah, il est là-dedans. Voilà quoi. On sait où on est tout de suite. Il a fait une musique qui est absolument. Alors je parle de l'album intégral parce que c'était d'abord sorti en version 40 minutes. Où il manquait plein de choses. C'était surtout dans le désordre. Enfin, c'était assez moche. Moi, c'était ma première cassette audio de musique de film, en fait. Et elle coûtait cher. Hein. Franchement, elle coûtait cher à l'époque. Hein. Ça s'était pas donné, les musiques de film, quoi. Et je l'ai usé, surusé et tout. Il y a même un morceau avec du synthé dessus, sur une partie où on voit Yoda. Enfin bref, il y a la force, quoi. Et je trouve que dans cette BO, on trouve tout. C'est-à-dire qu'il y a un souffle incroyable. On peut l'écouter sans le film. Elle raconte tout, quoi. Il y a un côté opéra qui est incroyable dedans. Et je sais pas, c'est vraiment très très coloré. Enfin, il y a pas de. Je pense qu'il a jamais retrouvé une force pareille derrière dans aucun Star Wars. Même si il a fait des trucs bien derrière. Là, je trouve qu'il y a une perfection, dans une invention. Tous les petits thèmes qu'il invente, des petits trucs juste pour remplir. Déjà. Il y a plein de musiciens, ils font même pas ça dans leur vie, quoi. Voilà, quoi. C'est, quand on écoute les thèmes de bataille, par exemple tout ce qui se passe sur Hoth, la préparation de la grande bataille dans la neige, bah, il y a une multitude de musiques dedans, et enfin, c'est d'une richesse complètement folle. Il a retrouvé ça dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est une imagination pareille, enfin un débordement. Je crois que 1980 c'était... parce qu'il a sorti en 80, qu'il a dû faire en 79, c'était ahurissant, quoi. Voilà, quoi. C'était vraiment très très généreux, et ça se tenait vraiment musicalement, quoi. Enfin, tout était bien. Je dois dire, si j'avais une bande originale à emmener dans l'espace, une seule, mais c'est horrible, hein, c'est un dilemme, ça serait celle-ci, quoi, parce que je trouve qu'on touche une perfection, même la prise de son est incroyable, quoi. Enfin, voilà, j'ai vendu ma soupe. De toute façon, il faut être honnête, hein. Bon, on est subjectif par rapport à l'Empire contre-attaque, la musique et le film, mais en étant objectif, il faut le reconnaître, c'est un putain de chef-d'œuvre, quoi, musicalement et cinématographiquement. Donc, on va passer à 1981. Oh là 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 là. 1h20 pour 5 ans. Alors qu'au départ, le docteur et le professeur avaient l'arrogance de penser qu'ils découvriraient 10 années de musique de film en 1 heure. C'est ce qui s'appelle péter plus haut que son... Enfin bon. On va s'arrêter et on reprendra en 1981. Parce que 81, ben c'était bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Le docteur et le professeur sont fatigués, ils sont partis boire, beaucoup boire. Parce qu'ils parlent beaucoup. Je les trouve assez bavards quand même. Mais sympathique, fort sympathique. En plus, ils sont beaux, ce qui ne lâche rien.